Vas-y, quand tu veux. Les surdoués seraient hypersensibles ou hyper émotifs. C'est bien connu, c'est dans tous les bouquins sur le sujet, dans tous les sites, etc. Et effectivement, ça correspond à un ressenti réel, ça correspond bien à quelque chose dont tous témoignent et qu'on a beaucoup travaillé dans notre livre. Mais si on interroge ces concepts, si on les interroge même tout simplement en allant regarder leur définition dans la nosographie psychiatrique ou psychologique habituelle, la mélange s'est définie dans le DSM ou dans un certain nombre de... Et je dis ça sans aucun esprit de polémique, il y a des choses très critiquables dans le DSM, mais c'est aussi une tentative très intéressante à bien des égards. Mais la seule manière dont on est capable de définir l'hypersensibilité et l'hyperémotivité, c'est en disant est hyperémotive ou hypersensible une personne qui a des réactions disproportionnées, et alors là c'est intéressant, en excès. En excès par rapport à quoi? Par rapport à deux choses. La première, c'est en excès par rapport à la moyenne des autres. Et puis, plus fréquemment, il y a aussi, c'est formulé d'une manière différente à chaque fois, mais au fond, c'est exactement la même idée, en excès par rapport au fait qui la suscite. Analysons un peu ça. Ça voudrait dire que un fait, quel qu'il soit, une situation, quelle qu'elle soit, serait porteur d'une charge émotionnelle ou d'une charge de sensibilité normale par elle-même, et que la plupart des gens du coup réagiraient correctement. Enfin, on suppose que tout ça s'ancre dans la biologie. Une bestiole qui fait face à un prédateur, sa réaction normale, c'est effectivement d'être un mélange de affolé et puis un coup d'adrénaline etc. Et puis la même bestiole dans un espace où il n'y a pas de danger apparent, face à une fleur qui s'ouvre, elle ne ressent pas grand-chose. Bon. Donc, il y aurait un rapport naturel à l'émotion, un rapport cohérent en fonction du signal. Tout ça dans une société qui admet parfaitement que des émotions paroxystiques peuvent être suscitées par exemple, 11 gugus qui courent derrière un ballon pour le passer derrière une ligne blanche pendant que 11 autres gugus essayent de l'en empêcher. Tout ça avec le pied, parce que c'était avec la main, ce serait pas drôle. Et je veux dire, un match de foot qui regardait quand même pas près de la moitié de l'humanité, une finale de Coupe du Monde. Au moment où il y a un but, les gens du pays concerné, et je dis ça sans aucun... je le dis souvent, j'aime le foot. Je sais plus, c'était un 12 juillet, je crois, à 98, ou le 10 juillet, je sais plus, quand on a gagné la Coupe du Monde. Quand Zidane a marqué les buts, je fais comme tout le monde. J'ai hurlé. C'était pas une émotion faible. C'était « Ouais, on a gagné !» Et puis juste après, on était des centaines de milliers à descendre dans les rues et à chanter « On est champion du monde !» On était tous champions. Si on prend un tout petit peu de recul, c'est ça, une émotion adaptée au signal qui la provoque? Le foot n'est qu'une construction imaginaire totalement inepte au regard de la raison. On n'était pas champions. Les 11 gars, oui, les 22, eux, ils ont été champions, ça a changé leur vie. Moi, j'ai été champion du monde, comme tous les gens que j'ai croisés ce soir-là sur les Champs-Élysées, dans ma tête, comme un couillon, en sautant et en gesticulant et en hurlant, mais j'étais évidemment pas champion. Mais tout le monde admet que dans une entité d'ailleurs aussi fantasmagorique que la France, parce que après tout, nous tous qui étions en train de crier « on est champion », mes parents ils sont pas nés en France, je suis né en France, mais je suis français par accident comme l'écrasante majorité des Français. Et d'ailleurs on célébrait un Kabyle qui aurait tout aussi bien pu, qui avait marqué les 2 buts de la tête, et il y a là-dedans quelque chose de tellement arbitraire. Bon. Pour autant, si on arrive tous à se convaincre du fait que l'honneur de la nation se joue là, et que finalement ils nous représentent, et que c'est nous, à travers eux, qui sommes champions. Champions de quoi? Champions d'un jeu qu'on a inventé, et qui n'a aucune autre finalité que d'exister par lui-même et de susciter des fantasmes irrationnels. Si on arrive à se convaincre de ça, alors il est tout à fait cohérent d'avoir des émotions paroxystiques, au point que on va même mesurer, les économistes savent, qu'au lendemain d'une victoire de ce genre, le moral des Français remonte, tous les journalistes vont en parler, et ça fait même remonter la consommation. L'activité économique va être relancée, parce que les gens vont plus facilement prendre des crédits, dépenser, etc., parce qu'ils vont avoir confiance, finalement. Ah, la France n'est pas condamnée à perdre. Ça, c'est l'émotion normale. On voit vite, évidemment, dans le rapport que l'être humain a au monde, l'être humain, pas surdoué, l'être humain en général,
la place de la raison est extrêmement faible. Les déclencheurs de l'émotion sont des déclencheurs qui obéissent à des logiques imaginaires, symboliques, culturelles, ensuite propres à chacun, qui sont évidemment totalement irrationnelles. Et il n'est pas affaire là de juste quantité d'émotions, sauf à se rabattre sur le premier critère, qui est au fond le seul, finalement, qui est comme la majorité des gens. En supposant que, finalement, la réaction émotionnelle de la majorité des gens a un signal donné, et donc la bonne réaction. Il y a un côté tautologique là-dedans. Surtout, si on fait un peu d'anthropologie et qu'on compare les cultures, on s'aperçoit qu'il y a quand même certains espaces sociaux où la bonne réaction, elle laisse pour le moins songeur. Si on était entre vikings, hommes, femmes aussi, parce que les femmes participent au raid parfois. La juste réaction émotionnelle à un raid qu'on viendrait d'accomplir, ce serait le soir, devant un tonneau de bière, de bien rigoler, sans s'émouvoir plus que ça, de bien rigoler de l'après-midi quand même très sympa qu'on a passé, où on a égorgé plein de gens, on a éventré des femmes enceintes, on a balancé des bébés contre le mur. C'était rigolo, d'ailleurs, il y en avait partout. Et pas de s'en émouvoir plus que ça, c'est-à-dire ce serait festif. La bonne émotion, ce serait une espèce de joie, un peu fiévreuse quand même. Mais voilà, celui qui, parce qu'il a égorgé des gens, parce qu'il a balancé des nouveau-nés dans le feu, en ferait des cauchemars, aurait une baisse de morale vraiment forte pendant les 3 semaines qui vont suivre, ferait des insomnies, serait un peu mélancolique, serait considéré comme un peu malade. Enfin, dans ce tissu social-là, c'est lui qui va pas bien, c'est lui qui surréagit. Bon. Donc, il va de soi que d'une culture à l'autre, donc la quantité d'émotions, le type d'émotion aussi, parce que précisément, c'est pas simplement une question de quantité, c'est aussi une question de quelle émotion est censée susciter telle chose. De la joie, de la tristesse, de la sidération, de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, ça va pas de soi, de l'euphorie, ça va pas du tout de soi. Mais en tout cas, finalement, chaque société prescrit, dans un grand récit collectif, le type d'émotion qu'on est censé ressentir, son intensité, son type. Bon. Pas de soi du tout de considérer que dans notre société, forcément, on a la bonne prescription, que notre récit est le récit cohérent et que tout individu qui est adapté à ce récit et qui ressent les émotions que ce récit prescrit est forcément l'individu sain. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. On peut se demander d'ailleurs, à rebours, pour la plupart des gens, qui effectivement se construisent, au fond, c'est-à-dire construisent le sens de leur existence dans une adhésion assez inconditionnelle au récit collectif. Et, au fond, s'attachent, consciemment et inconsciemment, à ressentir les émotions qu'ils sont censés ressentir. Quel est le coût à payer? Le coût à payer, c'est que finalement leurs émotions singulières, les leurs, réellement, sont plus ou moins activement laissées sous le boisseau, passées sous silence, mises de côté, qu'il faut dans une large mesure s'anesthésier. Ajoutons à ça un autre phénomène, qui est que les champs sociaux, la plupart des champs sociaux, ont besoin finalement, pour assurer la constance de leur fonctionnement, de contrôler le désir et les émotions des individus. C'est-à-dire de contrôler ce qui dans le psychisme humain est par définition incontrôlable. Labile, mouvant, ça va, ça vient, on est traversé par une émotion et sa temporalité, quand vraiment c'est l'émotion du sujet, sa temporalité elle est finalement très indécise, très imprévisible, et puis elle revient. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, on n'est pas uniformément triste, on n'est pas que triste d'ailleurs. On est loin de n'être que triste dans un enterrement. Plus on aime la personne, plus on est traversé par des courants extrêmement contradictoires. Il y a de la joie, il y a des fous rires parfois, il y a de l'espoir, il y a de la rage, il y a du désespoir, il y a tout un tas de choses. Mais si on est censé ressentir principalement de la tristesse pendant un certain temps, on peut effectivement s'appliquer à étouffer en soi toutes ces émotions contradictoires, ambivalentes, complexes, paradoxales, par lesquelles on est traversé, et traversé effectivement sans en maîtriser le cours. Donc je reviens à mon impératif de constance. Si on veut assurer la constance du fonctionnement d'une institution, on a intérêt à ce que les individus, finalement, aient un désir assez faible pour l'objet sur lequel ils travaillent, et que les émotions qui les traversent soient d'intensité faible, pour qu'ils puissent au mieux, au maximum, les contrôler.